Bonjour, bonsoir tout le monde. Matin, on va parler des relations internationales dans le cadre d'émission ça. Merci parce qu'avec nous, sous Télévision nationale d'Haïti, plusieurs points. Et pour la mi-temps, discussion, et nous allons regarder les relations Haïti-Taïwan, puisque le président républicain Jovenel Moïse vient en visite officielle au niveau de Taïwan. Il a tête une bonne délégation. Et là, nous allons regarder un jeu, coopération haïtiano-taïwanaise là, pendant qu'il y a une discussion qu'a faite par rapport à l'autre pays qui était à Taïwan, qui a traversé dans la Grande Chine. Nous avons regardé tout accord nucléaire iranien, puisque les États-Unis sont à l'école, et nous entendons tout remous à susciter beaucoup de l'autre pays dans la communauté internationale. Là. Et puis, États-Unis, Corée du Nord, dans le premier temps, le sommet historique ça, qui était annoncé à Tessou de Campé, mais semblait, puisque il y a des émissaires américains qui ont regardé qui sont capables de faire pour que d'ici 12 juin, Kim Jong-un avec Donald Trump, Yoshida, qui sont capables de porter dans la relation de pays et peut-être pour ce monde-là. Nous allons faire mise au point sur ça avec professeur James Boyard, qui est avec nous matin sous Télévision nationale d'Haïti. Professeur, c'est un plaisir pour nous parler matin. Bonjour Sergio, comme toujours, c'est un plaisir. On démarre avec Haïti-Taïwan. Il n'y a pas de relation haïtiano-taïwanaise. Qui ça doit retenir attention? Oh, relations haïtiano-taïwanaises sont relations qui datent de plusieurs décennies, depuis avant même l'existence de la Chine au sein du Conseil de sécurité, même au sein des Nations Unies. Donc Haïti a développé des relations diplomatiques très étroites avec Taïwan, qui était à l'époque l'île de Formose. Mais nous avons choisi Taïwan par la Grande Chine. Oh, pas de le choix. Haïti pas de le choix à l'époque parce que la question du conflit des deux rives n'existait pas, parce qu'il n'existait qu'une seule Chine officiellement qui était représentée par Taïwan. Parce qu'il faut comprendre l'histoire de Taïwan et de la Chine communiste. C'est-à-dire que la République de Chine, qui a été instituée à partir de 1912 et sur le continent chinois, c'est-à-dire que c'était une république donc dirigée par un régime plus ou moins démocratique, donc qui était fait face à une rébellion communiste. Donc, puisque la rébellion communiste dirigée par Mao Tse-tung a eu le dessus, donc le gouvernement chinois à l'époque est suivi par plus de 2 millions de concitoyens. Ils ont pris la fuite sur l'île de Formose, qui était habitée par des indigènes. Donc, ils ont constitué sur l'île de Formose, à l'époque, la République de Chine, dont Taïwan. Donc, ce qui fait que sur le continent, et nous avons l'autre État qui devait exister, c'était une république communiste, qui c'est la Chine communiste, la Chine populaire. Même si la Chine toujours considère Taïwan comme une province rebelle. Oui, il est toujours considéré Taïwan comme une province rebelle, qu'il estimait que tôt ou tard, Taïwan va retourner dans le giron de la Chine communiste, donc de la Grande Chine. Maintenant, les relations Haïti et Taïwan, nous dit qu'il date depuis plusieurs décennies. Qui ça le porté au fait pour le pays? Ça le porté pour le pays, nous connaissons que la Grande Chine, la Chine communiste ou la Chine populaire, a développé ce qu'on appelle la diplomatie nucléaire. Grâce à cette diplomatie nucléaire, la Grande Chine a eu l'avantage d'intégrer le Conseil de sécurité et d'intégrer toutes les grandes organisations internationales au monde. Donc, ce qui fait, du fait de sa puissance militaire, la Grande Chine a développé des relations diplomatiques avec la majorité des États au monde, davantage que Taïwan. Et ce qui fait que Taïwan était plus ou moins, s'est retrouvé plus ou moins en marge du système international. Parce que pour que Taïwan intègre une organisation internationale, tant que l'UNESCO, tant que l'UNICEF, la Chine, au début, était toujours mis veto. Mais plus ou moins, avec le temps, la Chine communiste avait développé une posture plus conciliante qui a permis à Taïwan d'intégrer certaines organisations internationales. Donc, ce qui fait que jusqu'à présent, Taïwan est resté plus ou moins en marge du système international. Sur cette base, Taïwan a développé une stratégie, la diplomatie du dollar, pour charmer certains États, notamment certains petits États, puisque les grandes puissances en général ont tourné le dos à Taïwan au profit de la Chine. Et c'est le cas, par exemple, des États-Unis depuis la fin des années 60. C'est le cas de la France. Et il faut me dire en passant que la France a une attitude
plus ou moins humiliante par rapport à Taïwan. Parce que c'est la veille que a changé relation, que a annoncé l'ambassade taïwanaise de la nécessité pour eux de laisser le territoire français carrément. C'est-à-dire que la France a une attitude peu élégante par rapport à Taïwan. On était sur les États-Unis, on dit que les États-Unis ont tourné le dos, mais au fait, les États-Unis sont toujours clair, si la grande Chine a décidé d'envahir Taïwan, la proposition est au Taïwan. Non, mais évidemment, la question taïwanaise, qu'on appelle le conflit des deux rives, c'est une question, l'existence même de cette question permet aux États-Unis d'avoir un poids diplomatique dans les négociations vis-à-vis de la Chine et permet également aux États-Unis, du point de vue géopolitique, d'avoir un pied au sein même de l'Asie du Sud-Est et au sein de la péninsule chinoise, au sein du sous-continent chinois. Mais dans le cas, ça m'a vu comprendre, et ça, téléspectateurs, ils comprennent tout. Tu as dit tout à l'heure, Haïti n'a pas de choix pour décider entre Taïwan et Grande Chine. Non, pas de choix parce que officiellement il n'existait qu'une seule Chine, qui était représentée par la République de Chine, qui était Taïwan. Donc pas de choix, pas de dilemme là. C'est qu'on y a un dilemme non, puisque officiellement il y a deux Chines. Il y a la Chine populaire, la Chine communiste, et puis il y a Taïwan. Même si officiellement il y a deux Chines, on regarde des données, ouais, et Taïwan quand même une partenaire commercial, c'est quand même la Grande Chine. Il y a plus d'investissement que la Grande Chine fait Taïwan. Oui, mais ce changement de posture est très récent de la part de ces deux pays. Parce que c'est à partir du milieu des années 2000 que le gouvernement taïwanais a estimé qu'il est nécessaire de geler ce qu'on appelle le conflit des deux rives pour adopter une politique d'ouverture vers la Grande Chine. Et cette politique d'ouverture a permis également à des Taïwanais de retourner sur le continent, donc sur le territoire de la Grande Chine, afin de visiter des grands-parents qu'ils n'ont pas vus depuis des décennies. D'accord? Mais en passant, la Chine a exigé des Taïwanais d'avoir à l'origine un passeport pour rentrer sur le territoire de la Chine communiste. Après, ils se sont ravisés parce qu'ils se sont dit, mais puisque nous-mêmes, en tant que Chinois, en tant que la Chine communiste, on dit que Taïwan, c'est une province de la Grande Chine, on ne peut plus exiger un passeport des Taïwanais. Parce que le passeport est une carte d'identité exigée à un étranger. C'est pour cela qu'ils ont ouvert leurs frontières, acceptant aux Taïwanais de rentrer sur leur territoire sans passeport, seulement avec une carte d'identité standard. Moi, j'ai l'impression que jusqu'à présent, la Grande Chine a veillé Taïwan. Il y a des côtés, apparemment, que Taïwan n'a pas aller. Oui, évidemment, il y a des questions stratégiques également à préserver. Donc la Chine communiste est bien imbue de ça. C'est pour cela qu'il est prêt pour le mettre veto dans certains aspects peut-être pour que c'était seul lui-même, en tant que Chine, qui représentait la civilisation chinoise dans le système international. Mais là, regardez ça là comme données disponibles pour eux. Est-ce que vous pensez que dans l'année qui vient, ça va arriver au fonctionne encore? À l'avenir, oui, c'est possible. Parce que comme c'est possible à l'avenir que les deux Corées se rejoignent pour former un seul État. Mais il faut dire que les enjeux politiques par rapport aux États-Unis également fait que c'est relativement très hypothétique aussi. Parce que les conflits des deux rives, le conflit des deux rives fait l'affaire des États-Unis, fait l'affaire des grandes puissances. À quel niveau? Pour les deux principales raisons que je viens de citer. Par exemple, la question taïwanaise permet aux États-Unis d'avoir un poids diplomatique vis-à-vis de la Chine, dans les négociations vis-à-vis de la Chine. Et la question taïwanaise permet aux États-Unis de renforcer également sa présence dans le Pacifique et dans l'Asie du Sud-Est. Mais malgré ça, je dis, la Chine était une puissance économique incontournable. La Chine, en plus, tout comme une puissance d'avenir. C'est une puissance économique d'avenir, justement. C'est une puissance militaire régionale, évidemment. Et c'est peut-être pour raison ça que la République dominicaine a changé de posture diplomatique vis-à-vis de la Chine. Parce qu'il faut comprendre que le système international et contemporain a connu au moins 3 dynamiques de changement.
Et ce qui fait que les États qui sont conscients de cette dynamique de changement cherchent à se repositionner par rapport à cette dynamique de changement. Mais la République dominicaine a compris que la Chine représente une puissance économique, puisque imaginez-vous que depuis 2015, la Chine communiste, au sein de la Chine, il existe 609 milliardaires chinois communistes. C'est pour la première fois que le nombre des milliardaires chinois dépasse le nombre des milliardaires américains qui se sont stabilisés à 520, 530 par exemple. 609 milliardaires chinois. Alors que pour Taïwan, il n'existe que 33 milliardaires taïwanais. Donc comme nous connaissons que la République dominicaine, la République dominicaine se distingue de la République d'Haïti par ce que je pourrais appeler relativement le pragmatisme. Mais ce n'est pas forcément un pragmatisme, c'est plutôt de l'opportunisme. Pourquoi? Parce que le fait que la Chine communiste ait autant de milliardaires et que la République dominicaine est à la recherche de ce qu'on appelle les investissements directs étrangers, elle a profité de ça pour changer de posture diplomatique, pour attirer les milliardaires chinois sur le territoire de la République dominicaine. Alors que pour Haïti, Haïti a toujours été inspiré par ce qu'on appelle, a toujours voulu conduire une diplomatie en fonction de ce qui est convenable de faire. Vous voyez la différence? C'est-à-dire que la République dominicaine fait de la diplomatie avec la tête et Haïti fait de la diplomatie avec le cœur. Donc avec le cœur, Haïti met en avance ce qui est convenable de faire, pas forcément les intérêts. Il est très sentimental dans ce cas. Sentiment, oui, mais c'est surtout des valeurs que Haïti met en avant. C'est surtout des valeurs, mais pour nous dire que les valeurs, ce sont des normes, des principes et qui dépassent un gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement haïtien. C'est-à-dire c'est des normes qui sont inspirées par le vécu collectif, par l'histoire du pays. Un grand homme qui a parlé de relations pays à pays, il a surtout mis accent sur l'intérêt. Les pays n'ont pas forcément. Pour dire que les États sont des monstres froids, les États n'ont pas d'amis, les États sont des monstres froids qui sont inspirés que par des intérêts. Oui et non, parce que même au sein même des États occidentaux qui sont plus inspirés par ce qu'on appelle la rationalité en finalité, donc sur la base de gains matériels par exemple, eh bien nous capables nous que il y a des grandes puissances qui mettaient en avant les questions de valeur aussi, valeur de démocratie par exemple, valeur de respect des droits de l'homme. Mais au fait, malgré sous affaires dominicaines, mais on a regardé les relations haïtiennes et taïwanaises qui pas daté d'hier, mais le travail surtout attirer l'attention, c'est avec le président René Préval. Et dans la question agriculture, les Taïwanais qui sont très présents dans l'Artibonite, dans la question éducation, tout avec un pile bourse que Taïwanais ont offert. Maintenant, pour que ça prend tout le temps ça pour que Taïwan devienne plus affirmé en Haïti pendant le passage du président René Préval sur le pouvoir? Donc, je n'ai pas compris la question. Non, parce que là, nous sommes dit tout à l'heure, c'est depuis plusieurs décennies. Haïti, non, mais écoutez, mais au fait, avec le président René Préval, oui. vous devez nous voir que la présence plus poussée de Taïwan. Mais non, mais c'est au gouvernement haïtien de faire en sorte d'activer sa diplomatie, d'avoir une diplomatie plus active, plus offensive, pour exiger davantage de ses partenaires étrangers. Donc, il y a des gouvernements qui estiment que Haïti n'a pas de politique extérieure. C'est quelque chose de grave. Donc, si nous avons un régime, nous avons un gouvernement qui estime que Haïti doit avoir une politique extérieure et qui donne au ministère des Affaires étrangères les outils nécessaires pour conduire la diplomatie, c'est un peu normal que Haïti soit plus présent et obtenu davantage de gains dans le système international. C'était le cas dans le cadre du gouvernement ou des deux gouvernements de Préval. Maintenant, c'est d'abord déceler, professeur Bouya, les enjeux de cette coopération, les enjeux de la coopération haïtiano-taïwanaise. Je vous dis, c'est que ça nous a dit. Et pour le moment, momentum est plus favorable à Haïti. Parce que avec le retrait de la République dominicaine, avec le changement de posture diplomatique dans l'autre pays en Afrique récemment, fait que le nombre des États qui reconnaissent Taïwan comme État souverain
diminue considérablement. Ce qui fait que Haïti, c'est un rare État qui reconnaît Taïwan. Ce qui est une bonne chose pour Haïti. Une bonne chose pour Haïti parce que Taïwan est obligé d'offrir davantage à Haïti pour conserver justement la fidélité d'Haïti, la loyauté d'Haïti vis-à-vis de Taïwan. Alors vous-même, c'est une bonne occasion, c'est un bon prétexte pour nous négocier là. Oh oui, c'est une très bonne occasion, une très bonne opportunité pour Haïti parce que ça donne à Haïti davantage de poids diplomatique pour négocier davantage de gains économiques vis-à-vis de Taïwan. Et Taïwan est très conscient de ça. La seule chose que Taïwan est capable d'exiger d'Haïti, c'est dire que qu'on ait un climat de stabilité politique, un climat de sécurité qui pourrait permettre justement la venue de ces investissements directs étrangers. Mais c'est dans le contexte comme ça, le président Jovenel Moïse a fait une visite officielle. Mais justement, le gouvernement a compris justement ce changement de contexte qui est plus favorable à Haïti. Alors, selon vous, c'est un bon momentum, non? Oui, c'est un bon momentum pour Haïti. Et le gouvernement haïtien a intérêt à s'activer davantage pour obtenir davantage de gains de Taïwan. D'ailleurs, je dis, dans le commencement de l'émission, c'est Taïwan qui choisit la diplomatie du chéquier. La diplomatie du chéquier, mais on doit aller, on doit exiger davantage de Taïwan d'aller au-delà de la diplomatie du chéquier, de la diplomatie du dollar. C'est-à-dire que de faire des investissements plus structurels que des investissements conjoncturels. Il ne faut pas faire des investissements qui se limitent peut-être aux personnages, aux personnalités politiques du moment, mais il faut faire... Parce que Taïwan est très conscient qu'il se trouve dans une situation politique et très indélicate. Donc, ce qui fait que Taïwan a intérêt à utiliser Haïti comme vitrine pour charmer d'autres États. Donc, moi, je pensais que dans les prochains mois, nous sommes capables d'assister à des investissements massifs de la part de Taïwan en Haïti et des investissements qui seront visibles. Là, c'est à nous pour nous dissembler, c'est à nous pour nous négocier. Oui, évidemment, parce que chaque gouvernement a ses priorités, des secteurs prioritaires. Est-ce que ce sont les infrastructures? Moi, je suis presque sûr que ce seraient les infrastructures comme secteur et l'agriculture. Parce que ce sont des secteurs qui peuvent attirer et qui peuvent générer de haute intensité de main-d'œuvre. Ouais, et puis quand même une certaine visibilité tout, oui, sur sans compter, à coopération haïtiano-taïwanaise. Tant qu'on parle de République dominicaine, il y a l'autre raison qui est avancée par rapport avec la République dominicaine. Je crois que le marché taïwanais, c'est un marché qui gagne pile monde, qui est capable de recevoir pile produit. En plus que les Dominicains ont besoin de côté pour les couler produits. Je crois que c'est une raison qui t'a poussé les Dominicains à faire choix comme ça. Non, pas pour elle, parce que le coût du transport pour partir de la République dominicaine vers l'Asie du Sud-Est est tellement énorme que profit lié aux échanges commerciaux entre la République dominicaine et la Chine communiste, il est tellement non significatif que il n'est pas intéressant pour développer des échanges commerciaux avec cette région. Moi, je crois que la République dominicaine a été inspirée par deux choses. D'abord, bénéficier des investissements et des capitaux de la Chine communiste. La deuxième chose, c'est que la République dominicaine sait pertinemment qu'elle peut s'exposer presque quotidiennement à des risques de sanctions internationales et venant des Nations Unies pour violation des droits de l'homme, violation non seulement des droits des immigrants étrangers, dont les immigrants haïtiens, mais violation des droits des Dominicains aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est là qu'il y a une différence entre la République dominicaine et Haïti. Au moins dans ce sens-là, on a fait un effort, davantage d'efforts que la République dominicaine en termes de respect des droits de l'homme. Parce que le droit de manifester, c'est un droit qui est consacré, c'est un droit acquis définitivement en Haïti, qui fait que si on est en Haïti que dans le cadre d'une manifestation, que il y a un manifestant qui mourit par balle, eh bien, ça fait scandale. Ce serait un scandale énorme dans l'opinion publique et nationale et internationale, alors que ce n'est pas le cas en République dominicaine. En République dominicaine, quotidiennement, lorsqu'il y a des manifestations massives, eh bien, ça peut terminer par des morts d'hommes, 6 et 5
voire une dizaine de morts d'hommes par balle, hein, par balle venant de la police dominicaine. Pourquoi? Parce que entre les droits de l'homme et les droits du capital, la République dominicaine a toujours privilégié la protection des droits du capital étranger. Parfait. Ce qui n'est pas le cas pour la société haïtienne. Vous avez dit dans le commencement de l'émission, dans le moment, Haïti a bien pour choisir, il n'y a pas de trop de choix, sinon que Taïwan. Je dis en 2018, est-ce que toujours pas de choix, pas de trop de choix tout entre Taïwan et la Grande Chine? Mais la façon dont les enjeux se présentent maintenant, le choix rationnel serait de préserver, même si c'est pour un temps, les relations avec Taïwan, pour bénéficier justement des retombées, des effets, ce qu'on pourrait appeler des effets résiduels, justement, et de la position indélicate de Taïwan dans le système international. Oui, là, il y a des gens qui ont dit position oui, c'est vrai, et ça a aidé Haïti à pile, puisque quand pile pays cap courir et Taïwan il y a intérêt et manifester davantage. Mais est-ce que là, il y a suffisamment de raies et tenant compte de ça, l'autre, la Kataka l'offrir pays, par exemple, la Grande Chine? Oui, écoutez, d'abord, il y a d'autres considérations à faire parce que, du point de vue, sur le long terme, moi, je serais favorable à un changement de posture diplomatique sur le long terme. Mais si on veut rester rationnel, le momentum, là, c'est-à-dire ce contexte actuel, est plus favorable à la préservation des relations diplomatiques entre Haïti et Taïwan. Parce que Taïwan va devoir donner davantage à Haïti que la Chine communiste et à ces 192 pays avec lesquels elle développe des relations diplomatiques. Le fait que Haïti est un pays, le fait que Haïti est l'un des rares pays à développer des relations diplomatiques avec Taïwan fait que Haïti a une position très recherchée par Taïwan. Okay. D'accord? Donc Taïwan va s'investir davantage. D'autant plus que Taïwan développe des relations diplomatiques qu'avec moins de 20 pays maintenant. Donc elle a la capacité de s'investir davantage que la Chine communiste. Mais l'autre élément, il ne faut pas négliger tout. C'est dans la zone noire, il y a des grands amis noirs, les États-Unis d'Amérique du Nord. Est-ce que nous va tenir à faire ça tout? Oui, tout à fait. Mais écoutez, j'ai oublié d'ajouter aussi que Haïti peut gagner sur les deux tableaux. Okay. D'abord face à Taïwan, mais aussi face aux États-Unis. Non, il faut que le gouvernement haïtien soit conscient de ça, de sa position de force actuellement, dans ce contexte actuel. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de gagner vis-à-vis de Taïwan, ce qui est clair, mais le fait que le développement des relations diplomatiques avec Taïwan peut perpétuer, justement, peut entretenir ce conflit des deux rives, eh bien, ceci va permettre aux États-Unis d'avoir encore un poids dans les négociations vis-à-vis de la Chine communiste. Ce qui fait que cette préservation des relations diplomatiques entre Haïti et Taïwan est au bénéfice également des États-Unis. Les États-Unis le savent. Ah bon? Oui, les États-Unis le savent. Ce qui fait que les États-Unis sont favorables à ce que Haïti maintienne ses relations diplomatiques avec Taïwan. Donc si cette position est favorable aux États-Unis, eh bien, le gouvernement haïtien doit faire en sorte que les États-Unis se déboussent aussi. Donc Haïti peut gagner sur les deux tableaux. Sur les deux tableaux. Là, tout le monde va négocier, ça ne va pas demander. Même d'après de Marco Rubio, au parlementaire américain, monsieur même était clair, il dit qu'il a souhaité, quoi que favorable pour que c'est à Taïwan. Haïti, Non, mais évidemment, c'est clair. Parce que si les États-Unis estiment que Taïwan est mieux comme pays avec lequel il faudrait avoir des relations diplomatiques, eh bien pourquoi que les États-Unis maintiennent leurs relations diplomatiques avec la Chine communiste et non avec Taïwan? Donc vous voyez, donc l'idée pour les États-Unis, c'est de conserver leurs relations diplomatiques avec la Chine communiste, okay, et de permettre à Taïwan de continuer d'exister comme État souverain, de manière à ce que les États-Unis puissent jouer la carte taïwanaise dans ces discussions, dans ces négociations avec la Chine communiste. Donc, pour que cela se fasse, eh bien, il faudrait trouver des États qui acceptent de conserver leurs relations diplomatiques avec Taïwan, dont Haïti. Donc, ce qui fait que Haïti a intérêt à jouer sur les deux tableaux.
à exiger des États-Unis davantage aussi, dans ce contexte-là. Bon, là maintenant, président Taïwan, ou quoi, visite ça capable de traîner derrière un pile retombé? Oh oui, moi je le crois. Bon, je ne connais pas les diplomates qui accompagnent le président, mais personnellement, j'ai discuté avec le ministre des Affaires étrangères. Lui, moi, c'est peut-être l'un des rares ministres du gouvernement qui est bien imbu des enjeux et qui est conscient aussi et qui peut-être développe des stratégies pour avoir une diplomatie active, pour permettre à Haïti d'avoir une certaine existence dans le système international. En ce sens, moi, j'ai beaucoup d'espoir que les retombées seront non seulement visibles, mais les retombées seront durables aussi. Parce que c'est ce qui est important. Ce n'est pas d'avoir des retombées visibles, mais à court terme. Il faut que ces retombées soient durables. Donc, il faut que ces retombées soient structurelles plutôt que conjoncturelles. Alors, j'en parle le matin, c'est comme quoi, mon cap regarder, vous avez comprendre, professeur Bouillard, que Taïwan a plus besoin d'Haïti, je dis, qu'Haïti a besoin. Oui, évidemment, c'est le cas. Il faut le dire, c'est le cas. Alors, nous avons intérêt à jouer sur ça pour nous tirer le maximum. Le maximum, d'autant plus que, comme je le disais au début, Taïwan, avec ou sans la volonté du gouvernement haïtien, Taïwan est obligé de s'investir en Haïti, d'utiliser Haïti comme vitrine pour charmer les autres États. Parce qu'il se pourrait que l'investissement ou les investissements futurs de Taïwan en Haïti seraient tels que la République dominicaine pourrait encore changer de posture. Parce que, comme je disais, la République dominicaine a une posture plus opportuniste qu'autre chose. Ce qui n'est pas le cas pour Haïti, parce que la République dominicaine est à la recherche de gains matériels immédiats, alors que Haïti a toujours été inspiré par ce qu'on appelle en relations internationales plus le constructivisme. C'est-à-dire que la politique extérieure, la politique étrangère haïtienne a toujours été inspirée par le constructivisme. Je m'explique, c'est-à-dire que la République dominicaine, la politique étrangère dominicaine est basée sur ce qu'on appelle le paradigme néo-néo en relations internationales, c'est-à-dire une sorte de conjugaison entre le néo-libéralisme et le néo-réalisme qui se retrouve à travers le postulat de l'intérêt, d'accord, du calcul économique. Alors que Haïti a toujours été inspiré par les valeurs, l'histoire, le vécu collectif. Voilà pourquoi que Haïti conserve cette position vis-à-vis de la Palestine, alors que Haïti aurait tout à gagner matériellement à changer sa posture diplomatique vis-à-vis d'Israël. Mais Haïti ne l'a jamais fait. En tout cas, après visiter ça nous va joindre, ça capable de porter, on a peut-être commenté dans nos prochaines occasions. Nous avons annoncé dans le commencement de l'émission professeur Bouillard, l'autre point là qui est d'actualité sur scène internationale là. Kim Jong-un, Donald Trump, et non premier temps, un tweet Donald Trump t'a dit que le rencontre ça n'est pas faite. Et par rapport avec la posture que tu estimé que Kim Jong-un t'a gagné pour tout arsenal nucléaire. Finalement, il y a des émissaires américains qui ont l'autre bois, ça veut dire tête qui se rejoignent pour que 12 juin, ça, monsieur, le sommet historique, ça, est finalement fait. Qui vont comprendre tout va-et-vient, ça, tout parle en pile, ça, pour 12 juin, ça, capable d'arriver. Moi, je ne suis pas étonné de la position de l'administration de Trump, de la position des États-Unis par rapport à cette conférence, par rapport à ce retrait, ce relatif retrait. Pourquoi? Parce que, pas oublier que le fait que ce soit Kim Jong-un qui avait pris l'initiative de cette conférence, ça a permis aux leaders coréens d'être au centre de toutes les attentions de l'opinion publique internationale. Ce qui n'a pas fait plaisir aux Américains. Donc les Américains ont voulu justement reprendre l'initiative, faire perdre d'abord le contrôle de l'agenda diplomatique aux Nord-Coréens pour permettre aux Américains de revenir à l'offensive. Mais est-ce que là maintenant, stratégie ça, jusqu'à présent, on estime révéler payante
Oui, moi je crois que oui. Je crois que oui. Malgré maintenant, ce sont les Américains qui ont le contrôle de cet agenda diplomatique. Parce que ce sont eux qui vont décider de la date, du lieu, etc., de l'organisation de cette conférence. Même si hier, m'attendais Kim Jong-un qui dit lui-même qu'il était attaché à Somméa, il a fait tout ça le connaît pour Somméa. Évidemment, évidemment. Mais maintenant, ce n'est pas le leader coréen qui est au centre de toutes les attentions. C'est Trump maintenant. C'est ce que les Américains ont voulu avoir. C'est un jeu de communication politique, c'est tout. Dans ce sens-là, il n'y a pas d'enjeu géopolitique. C'est juste un jeu de communication politique. Qui va l'autre Corée a joué dans ça qu'a fait là? Oui, écoutez, toute amélioration des relations entre les États-Unis et la Corée du Nord serait bénéfique à la Corée du Sud, évidemment. Écoutez, ce serait une bonne chose. Pourquoi? Parce que le premier pays qui a perdu en cas de guerre, c'est la Corée du Sud. Parce que la Corée du Sud est aux frontières de la Corée du Nord. Mais je veux dire, mon qui profane qui a regardé dit, soit j'ai tout parlé en pile qui était gagné Donald Trump et Kim Jong-un pendant bon temps dans la presse, il a voué tout sous l'autre, il a parlé l'autre mal, il a dénigré l'autre, etc. Et puis, est-ce que c'est pas pour te mener nous là? Dans sommet ça, qui fait que tout parler ça t'a fait. Et il se pourrait que ce soit le cas. Mais moi, je n'ai jamais cru à une logique de guerre entre les États-Unis et la Corée du Nord qui pourrait s'étendre à la Chine, voire à la Russie. Pourquoi? Parce que, pour deux raisons. D'abord, si on prend le déterminant économique, les échanges économiques, les échanges commerciaux entre la Chine et les États-Unis sont tels que la Chine n'allait jamais se risquer à rentrer en guerre contre les États-Unis. Ça, c'est une chose. Maintenant, il est vrai que la Russie n'a pas beaucoup d'échanges commerciaux avec les États-Unis. Mais le premier partenaire commercial de la Russie, c'est l'Union européenne. Donc, ce qui fait que si la Russie rentre en conflit armé avec les Américains, donc les partenaires, les Européens vont cesser d'échanger avec la Russie. Donc, ce qui fait que la Russie aussi n'avait aucun intérêt à un conflit armé avec les Américains. Même si on va sentir trop la Russie dans ça, justement, ça c'est une première chose. C'est timide. Pas forcément. Il joue sa carte aussi. Il joue sa carte. Et puis, il y a autre chose. Ce que les gens n'ont pas compris, c'est que même lorsque, à l'origine, la position de la Chine, la position de la Russie était plus favorable à la Corée du Nord, parce qu'il faut voir le discours ou les propos des Russes ou des Chinois communistes. C'était plus... ils se sont positionnés davantage contre les Américains. Mais ces deux États-là ne sont pas d'accord non plus à ce que la Corée du Nord accède à la puissance nucléaire. Ils n'ont aucun intérêt à ce que la Corée du Nord accède à la technologie nucléaire. Et ceci pourquoi? Pour quelle raison? Eh bien, c'est simplement parce que l'acquisition de la puissance dans le système international est différente du processus de l'acquisition de la richesse dans le système international. Je m'explique. Un pays ou une région peut acquérir de nouvelles richesses sans pour autant affaiblir ou appauvrir d'autres régions. C'est le cas dans les échanges commerciaux entre l'Europe et les États-Unis, entre les États-Unis et le Canada. Dès lors que les échanges sont fondés sur une base équitable. Donc vous voyez, alors que dans le cas de l'acquisition de la puissance dans le système international, ça donne lieu à ce qu'on appelle un jeu à somme nulle. Ce qui fait que l'acquisition de toute nouvelle puissance de la part d'un État est égale à la perte de puissance de la part d'autres États, d'autres puissances, telles que la Chine, telles que les États-Unis, mais pas seulement les États-Unis, mais la Chine, la Russie aussi. Vous voyez? Donc la Chine et la Russie ne sont pas favorables à modifier le statu quo ante de l'équilibre des puissances. Mais de toute manière, les États-Unis ne sont pas capables de présence poussée dans la zone sans la Chine et la Russie, on dit à tout. Et par rapport avec ça que tu as décimé, parce que si vous regardez les Donald Trump, là, je dis Corée du Nord, Arsenal Palio, au pire en forme, semaine ça. Mais est-ce que tu es capable possible d'envahir Corée du Nord
sans l'approbation de la Chine et de la Russie. Moi, je crois que les Américains avaient plusieurs plans. Okay. Il y avait le plan, il y avait la stratégie, ce qu'on appelle l'épreuve de force, c'est-à-dire le conflit armé direct, avec tous les risques que cela pourrait comporter. Sans la Chine et la Russie? Oui. Il y avait ce plan aussi. Maintenant, mais il y avait également un plan B. Le plan B, c'est quoi? C'est la faillite du régime de Kim Jong-un de l'intérieur. C'est-à-dire en permettant à des officiers militaires de la Corée du Nord de prendre le pouvoir par coup d'État, par exemple, et voire même d'assassiner le leader. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait autant de plans en dehors du conflit armé direct entre les États-Unis et la Corée du Nord. Il y avait même une stratégie vous voyez que les Américains luttent contre la corruption. Dans les discours de l'administration américaine, ça a toujours été quelque chose de constant, la lutte contre la corruption. Mais pourtant, vis-à-vis de la Corée du Nord, les États-Unis favorisent la corruption de personnalités de la Corée du Nord. Personnalités civiles, personnalités militaires. Parce qu'il faut que ces personnalités prennent goût à la civilisation occidentale pour qu'eux, ils se repositionnent. Est-ce que je dis à ce sommet 12 juin, jusqu'à présent, est faisable? Et on ne pas dit que le faisable, mais ce sommet à deux est faisable. Peut-être pas le 12 juin, peut-être dans un mois ou dans 2 mois, mais c'est inévitable. C'est inévitable. Qui ça le capote? Parce que les Américains ont tout à gagner et la Corée du Nord a tout à gagner. Parce que la Corée du Nord ne peut pas s'exposer également à un conflit armé avec les États-Unis. Les Coréens le savent. Ce que les Coréens du Nord voulaient, c'est seulement utiliser cette diplomatie nucléaire, comme l'avait fait des décennies avant par la Chine, afin qu'ils renégocient leur statut dans le système international. Et c'est ce qu'ils ont fait, et c'est ce que le sommet peut leur apporter, justement. Renégocier leur statut dans le système international et obtenir des gains financiers, parce que c'est un pays sous-développé, qui s'expose à des risques de famine. D'accord? Faire pression sur l'Occident afin que l'Occident finance justement la lutte contre la famine en Corée du Nord. Donc, ce qui fait que de ce côté-là, la Corée du Nord a tout à gagner. Maintenant, les Américains ont tout à gagner aussi. La dénucléarisation de la péninsule coréenne, d'accord, et la mitigation des risques de conflits armés entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, le gel des hostilités et tout. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'Asie du Sud-Est se trouve dans cette région du monde qu'on appelle l'Asie-Pacifique, qui représente l'espace économique du 21e siècle. D'abord parce que cet espace est composé par 60% de la population mondiale et par 75% de ce qu'on appelle les fonds souverains. Donc c'est l'espace économique privilégié du 21e siècle. Donc voilà ce qui peut expliquer l'enjeu de cet espace vis-à-vis des États-Unis et vis-à-vis de la Chine aussi. On se met comme ça capable de déboucher sur qui ça, M. Bouillard? D'abord sur la dénucléarisation de la péninsule nucléaire, la levée des sanctions économiques contre la Corée du Nord, ok, et puis autant de choses qui seraient peut-être bénéfiques, pas seulement à la Corée du Nord et aux États-Unis, mais également à la région en termes de maintien de la paix et de la sécurité internationale. Qui ça, l'autre Corée, possible mettre sous table à lui-même dans le cas d'un sommet comme ça? D'abord, c'est un sommet à deux, évidemment, et qui peut avoir des effets résiduels bénéfiques également pour la Corée du Sud, parce que tout retour de la paix serait bénéfique à la Corée du Sud. D'accord? Mais je ne pense pas qu'ils vont mettre sur la table une éventuelle réunification des deux Corées. D'abord, ce ne serait pas une bonne chose pour la Chine. La Chine ne voudrait pas, parce que la réunification des deux Corées sous l'égide de qui? De la Corée du Sud, eh bien, ce serait à accepter la présence des Américains aux frontières de la Chine. Je pense que la Corée du Nord n'est pas prête à cette réunification pour le moment.
On finit avec l'accord nucléaire iranien, États-Unis à l'école, Donald Trump te promet il fait. Et même si ça suscite un pile remous, un pile partenaire, il y a des Emmanuel Macron qui vraiment pas d'accord. Maintenant, on essaie d'expliquer mon l'accord nucléaire iranien, il dit ça, et pour qui ça veut dire États-Unis a posture ça. Oui, mais c'est un accord qui a été adopté en 2015 et qui, normalement, devrait se terminer en 2025. Donc, c'est un accord sur une période de 10 ans qui permettrait de supprimer le programme nucléaire iranien en échange de quoi? En échange de la levée des sanctions des Nations Unies et des sanctions des États-Unis et sur l'Iran. Et quelles sont ces sanctions? Ce sont d'abord des sanctions financières, parce que les Iraniens disposent de plusieurs milliards de dollars dans les banques occidentales. C'est des sanctions sur le pétrole, sur la vente de pétrole iranien. C'est des sanctions sur l'acquisition de matériel sensible par les Iraniens. C'est des sanctions sur le transport, sur le secteur des transports. Vous voyez? Donc, ce qui fait que c'est un accord qui était d'abord à l'avantage des Iraniens que des Américains. Parce que l'accord était silencieux sur une question, c'était la question de la balistique. Parce que l'accord mettait en avant uniquement à l'époque la question de l'enrichissement de l'uranium. D'accord? Mais l'accord était silencieux sur la question de la balistique, c'est-à-dire que sur la construction de la fabrication de missiles, d'accord? De missiles sophistiqués qui pouvaient atteindre n'importe quelle distance. Mais c'est l'administration n'a pas de problème avec l'accord ça, pour que ça c'est l'administration de Donald Trump qui remettait l'accord en question. Tout simplement parce que l'accord a ses faiblesses. D'abord parce qu'il était silencieux sur la question de la balistique, c'est une chose. Mais il se trouve aussi que, de manière conjoncturelle, les Américains ont compris que l'Iran est en train de jouer le mauvais rôle en Syrie. Parce que puisque l'accord a permis de lever les sanctions financières et a permis aux Iraniens d'accéder à leurs milliards de dollars dans les banques occidentales, ce que les Iraniens ont fait, ils ont pris cet argent et ont financé le recrutement d'agents d'Hezbollah et d'Afghans, d'accord, d'ascendants chiites pour aller se battre en Syrie, ce qui a compliqué la tâche des Américains dans la résolution de la crise syrienne. Donc, en remettant en question l'accord, donc les Américains comptent geler encore les fonds, ces milliards de dollars appartenant à l'Iran, mais souhaitent mettre l'Iran dans une situation financière très délicate et très fragile, de manière à ce qu'il ne puisse plus financer la crise en Syrie. Pour qui ça, alliés aux États-Unis, vous pied tout simplement parce que c'est en raison de la nature extraterritoriale de l'accord. C'est-à-dire les conséquences extraterritoriales de l'accord. Qu'est-ce que cela veut dire? D'abord, à l'origine, l'accord a été négocié entre le P5, ce qu'on appelle les 5 membres des Nations Unies, plus l'Allemagne. Et l'Union européenne. Et l'Union européenne. Et pourquoi l'Union européenne était favorable à cet accord? C'est parce que les sanctions américaines depuis 1995 avaient des conséquences extraterritoriales de même nature que l'accord Helms-Burton à Cuba. C'est-à-dire les Américains étaient prêts à sanctionner toute entreprise américaine et toute entreprise étrangère qui faisait affaire avec Cuba. Et bien, c'était le cas également dans cet accord. L'accord, c'était le cas dans le cadre des sanctions américaines à partir de 1995. Donc, les États de l'Union européenne étaient favorables à la levée de ces sanctions pour permettre à leurs entreprises d'avoir des échanges commerciaux, de faire affaire avec les Iraniens. Et c'est le cas parce que nous avons Boring, par exemple, nous avons Airbus, par exemple, qui a des contrats s'élevant à 20 milliards de dollars. On a Peugeot, vous avez Renault, d'accord, vous avez Total, qui ont des contrats de plusieurs milliards de dollars avec les Iraniens. Maintenant, si les sanctions sont rétablies, eh bien, ces mêmes sanctions vont consacrer le fait que toute compagnie américaine ou étrangère faisant affaire avec l'Iran seront sanctionnées.
Donc les Européens sont concernés. Ils ne seront pas contents par rapport à cela. Chaque monde a défendu l'intérêt. Voilà, chaque monde a défendu l'intérêt. Moi, mais c'est l'une des rares fois où je suis favorable à la position américaine, à la position de Donald Trump. Parce que, évidemment, les milliards de dollars dont l'Iran dispose permet à l'Iran justement de financer le recrutement de groupes armés en Syrie. Et c'est plus possible cela. Alors, vous pensez là, le président Trump n'a pas intérêt à retourner dans l'accord? Non, je ne pense pas. Malgré toute pression. Alors, Donald Trump a intérêt d'avoir un nouvel accord qui pourrait verrouiller justement tous ces aspects-là. La possibilité pour l'Iran de financer le Hezbollah, de financer des groupes armés en Syrie. Et également la possibilité pour l'Iran de fabriquer justement des missiles. Mais autant de réactions à alliés, je veux dire, quand c'est garder qui j'entends. Mais ils ne seront pas contents parce que leurs entreprises seront touchées. C'est tout simplement une question d'intérêt. Mais on sait pertinemment que les Américains vont avoir le dessus. Parce que lorsque j'entends les discours des autorités et également des personnalités de la société civile européenne, notamment française, c'est-à-dire qu'ils sont favorables à des contre-mesures, mais des contre-mesures politiques. Et quelles seraient ces contre-mesures politiques? Ce serait que la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne acceptent d'adopter des sanctions également en retour, en riposte contre les entreprises américaines. Mais cela ne va pas donner grand-chose parce qu'au final, ce sont les Européens qui vont perdre. Parce que l'économie européenne est tellement dépendante du marché européen qui fait qu'il suffit que les Américains ripostent à leur tour pour leur permettre, pour leur obliger de changer de posture. Moi, je pense que la seule solution convenable, parce que il faut aller au-delà de l'accord. La question de l'extraterritorialité du droit américain est une question fondamentale. Il faut traiter ça de manière structurelle. Et c'est pour cela que lorsqu'on parlait de l'extraterritorialité du droit américain dans le cas de Guy Philippe, mais j'avais pris le soin dans un article pour préciser que il faut aller au-delà de la lutte contre la drogue, de la lutte contre le blanchiment d'argent. Parce que l'extraterritorialité du droit américain existe dans plus d'une dizaine de secteurs qui ne touchent pas seulement les Haïtiens, qui touchent les États européens. Donc il faut poser le problème avec d'autres États européens de manière structurelle. Et une proposition que j'avais faite dans l'article, c'est dire qu'on peut également proposer une réforme législative, c'est-à-dire adopter des lois ayant également un aspect extraterritorial. Je suis presque sûr que lorsque vous avez, les Européens par exemple, ont des lois qui ont également des aspects extraterritoriaux, et les Américains qui ont des lois qui ont des aspects extraterritoriaux, ça va créer ce qu'on appelle des conflits de loi. C'est des choses qu'on étudie dans le droit international privé. Les conflits de loi. Et à chaque fois qu'il y a conflit de loi, eh bien, les juges seront obligés de résoudre ces conflits de loi par un ensemble de procédures, dont la réciprocité. Il n'y a pas de juge dans ça. Par exemple, les juges européens et les juges américains. Okay. Donc il faut obliger les Américains à avoir des lois plus modérées. C'est le cas justement du droit des conflits de loi. Lorsqu'on veut résoudre les conflits de loi, eh bien, on produit des règles de conflit de loi qui délimitent la juridiction entre ces diverses lois qui rentrent en conflit. C'est la seule solution. Les Nations Unies ne vont pas rentrer dans ça? Non, les Nations Unies, non. C'est les législateurs des États concernés. Qui t'a donné une décision sur ça. Bon, là maintenant, nous allons refermer l'émission et professeur Bouillard, c'était très didactique matin, parce que c'était intéressant pour nous expliquer ensemble de points qui a suscité remous sous scène internationale là. Mais Haïti a dû partir dans une rencontre là en juin prochain avec 7 grandes puissances. Oui, sous invitation au Canada. L'invitation du Canada, du Premier ministre canadien. Oui, c'est une bonne chose pour Haïti de pouvoir être présent dans ce forum des grands là. Bon. Nous avons tirer. Oui, mais la seule chose que je pourrais ajouter pour terminer, c'est dire qu'il faut aller au-delà de l'aide internationale.
ce que Haïti a besoin, c'est des investissements directs étrangers. Et pour obtenir les investissements directs étrangers, il faut une paix sociale dans le pays, il faut la stabilité politique. Et la stabilité politique requiert justement l'effort de tous les Haïtiens, l'effort du gouvernement, l'effort de l'opposition. Pourquoi? Parce que ces deux entités-là, je dirais ces trois entités, le gouvernement, l'opposition, la société civile, doivent s'entendre, même s'ils sont divisés sur tous les points. Mais il y a un point sur lequel ils ne peuvent pas se diviser, c'est l'intérêt national, la nécessité pour ce pays de se refaire une santé. Et si Haïti peut bénéficier de certaines opportunités qui pourraient le permettre de se refaire une santé, d'avoir une meilleure présence internationale, eh bien, ces trois entités-là doivent s'entendre sur ça. Bon, la peut-être c'est capable d'objet de prochaine émission, contre ça, qu'on fait avec participation Haïti qui est invité. Et pour participer dans un compte avec grande puissance du monde, et on dit toute grande puissance doit répondre présent. Et c'est pour le Canada en juin prochain. Et le Premier ministre Trudeau est invité, et le président Jovenel Moïse, dans le cadre de rencontre ça. Et nous avons nous tourner avec le professeur Bouya pour nous garder en jouant rencontre ça, dans qui ça Haïti capable de profiter de eux et qui ça capable de gagner et en termes d'améliorer l'image pays. Sous scène internationale. Professeur Bouya, merci un pile parce que vous êtes disponible pour nous matin. C'est mon premier associé, Junior. Voilà, notre invité ce matin, professeur James Bouya, pour nous regarder la coopération haïtiano-taïwanaise, nous passer question, en fait, sommet historique qui prévoit entre Corée du Nord et les États-Unis, et puis nous définir avec accord nucléaire iranien côté États-Unis, retirer l'école dans ça et toutes conséquences ça a gagné, réaction qui est venue suite à décision administration Trump là. Merci tout le monde, vous avez suivi nous en direct, nous vous souhaitons une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée, à bientôt.